Qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien? J'aurais voulu vous donner la définition qui est celle la plus communément admise, celle de l'OMS, mais je ne la sais pas exactement par cœur. Donc je me reporterai sur celle définie par l'Endocrine Society, qui est un groupe de médecins qui travaillent dans le domaine de l'endocrinologie. Et un perturbateur endocrinien est une substance chimique exogène, disons non naturelle, ou un mélange de substances chimiques qui interfèrent avec n'importe quel aspect de l'action hormonale. Ça peut être avec les hormones ou avec les récepteurs. La Commission européenne s'est fait longuement tirer l'oreille pendant au moins 3 ou 4 ans avant d'aborder ce problème. Et bon, j'aurais voulu ici vous donner un peu quelques éléments en disant que les définitions apportées par la Commission européenne ont soulevé un tollé général, que ce soit du côté des écologistes ou que ce soit du côté des lobbies de l'industrie phytosanitaire. Mais là, je pense que mes collègues comme Yves Combarnou, d'une part, et Rémi Slama pourront peut-être préciser un peu mieux pourquoi il y a eu un tel tollé lors de la déclaration donc, de cette Commission européenne. On ne peut pas parler de perturbateur endocrinien sans parler évidemment de celui médicament qui a tout déclenché, le Distilbène, qui a été prescrit voici pas mal d'années, au départ sur une hypothèse qui était fausse et qui a provoqué l'apparition de cancers rares chez les filles de femmes traitées au Distilbène. Et là, on a un magnifique exemple, si je puis dire, d'effet transgénérationnel, puisqu'on parle maintenant encore d'effets au niveau de la 3e génération. Le BPA, j'aurais pu en parler aussi, en ce sens que c'est un exemple typique, là où on a vraiment abouti à une interdiction. Le BPA, c'est un composé chimique ubiquitaire qui rentre dans la composition de nombreuses résines, qui intervenaient aussi dans la composition des biberons. Et on a assisté à un relargage, disons, du BPA par chauffage de ces biberons, par exemple, au micro-ondes. Donc le BPA, ça a été la première interdiction dans le domaine, interdiction pour les biberons. Et puis l'interdiction s'est étendue pour les emballages des aliments infantiles. Deuxième exemple que j'aurais pu commenter, parce qu'il nous intéresse en tant que pharmaciens et pour les matériels médicaux, c'est les phtalates, qui constituent des enrobages pour donner de la souplesse à certains dispositifs médicaux. Et les phtalates sont très étudiés. Nous avons eu d'ailleurs la semaine dernière avec l'Académie nationale de médecine une séance sur les femmes enceintes, prévention, vaccination, et nous avons eu la présence de Barbara Domenex, qui est une des spécialistes dans le domaine. On sait maintenant que ces phtalates interviennent au niveau de la thyroïde et qu'on leur attribue des baisses du coefficient intellectuel. Et peut-être, et là c'est peut-être encore une hypothèse pour certains, mais disons l'augmentation de l'incidence des cas d'autisme, en particulier aux États-Unis, mais également en Europe. Enfin, dernière substance que j'aurais évoquée parce qu'elle nous a interpellés en tant qu'Académie nationale de pharmacie, ce sont les parabènes. Il y a 3 ou 4 ans, en effet, le journal Le Monde titrait des parabènes dans les médicaments. Alors, il est évident que nous avons été assaillis par les journalistes et en fait, donc, nous avons monté un groupe de travail que j'ai présidé d'ailleurs pour voir quels étaient les dangers de ces parabènes. Disons que nous avons abouti à des conclusions. De part, il était montré que les premiers éléments de cette famille chimique étaient relativement inoffensifs. On doute même maintenant que ce sont vraiment des perturbateurs endocriniens, mais l'opinion est telle que dès qu'il y a un sujet de cette sorte, on s'en empare. Il y a eu des expérimentations qui ont été réalisées. Je parle parabènes dans les médicaments, je ne parle pas dans les cosmétiques. C'est un autre problème. Et que finalement, bon, il s'avère qu'il y a effectivement dans certains solutés des parabènes, ce sont en général le méthyl ou l'éthylparabène, et que d'une part un médicament, ce n'est pas quelqu'un que l'on consomme tous les jours, sauf pour les malades chroniques, mais c'est un peu différent en cela d'un cosmétique. Et nous avons donc abouti à un certain nombre de recommandations qui étaient évidemment quand même d'essayer d'éviter ou inciter l'industrie pharmaceutique à faire des présentations monodoses ou essayer de remplacer les parabènes par un autre conservateur. Encore faut-il se méfier parce que l'expérience montre que lorsqu'on remplace parfois ce qu'on estime un perturbateur endocrinien par un autre composé, c'est encore pire.
Je citerai l'exemple des cosmétiques. On a remplacé les parabènes par un autre composé chimique qui provoquait des allergies. Donc il faut bien réfléchir avant d'agir. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui aussi pour parler de tous ces problèmes. Voilà donc tout ce que j'aurais pu vous dire un petit peu mieux structuré, mais enfin j'espère avoir fait passer déjà au moins ce message. Et comme je sais qu'on va beaucoup revenir sur les perturbateurs endocriniens, vous aurez peut-être un complément d'information sur le sujet. Voilà mon cher ami, monsieur le président de l'Académie des sciences.